Samantha repart sans avoir rien obtenu de la justice française. Le procureur ne veut pas renvoyer ses fils par la force car ils sont trop âgés et le rejet de leur mère trop profond. Samantha sait que le temps qui passe élargit plus encore le fossé avec ses fils. Elle sait aussi qu'un jour, Carla lui demandera sans doute pourquoi elle n'a pas pu voir son père pendant si longtemps. Que deviennent les enfants matraqués par la violence des adultes? Cette banderole résume 3 ans de combat d'un père, Olivier Limay. Le lourd héritage d'une séparation violente, où ces 2 jeunes, Coraline, Jim, mais aussi Sam, leur petit frère, ont été enlevés au Kenya par leur mère belge à l'âge de 12, 10 et 6 ans. Pendant ces 3 années, leur mère va s'acharner contre leur père, jusqu'à en faire un objet de terreur. Ce qu'on appelle l'aliénation parentale, je trouve que ce serait plus facile et plus juste de dire que c'est un moment où l'enfant a dû s'associer totalement, corps et âme, avec un de ses parents pour survivre. Et c'est un processus de survie, je vais dire, sain, dans un contexte qui n'est pas sain. De façon insidieuse et peut-être involontaire, la mère a fait croire qu'Olivier était un mauvais père, qu'il était dangereux, qu'il n'aimait plus ses enfants. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours où, par exemple, on allait parler de papa, maman allait tirer la tête. Mais c'est tout du langage non verbal. Pour nous, on disait « Ah, maman réagit comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ah donc, c'est pas bien alors. Par exemple, on passait devant l'ambassade de Belgique, maman ouvrait sa fenêtre, elle crachait. Bon, elle crache, bon, on crachait tous devant là. Pourquoi? L'ambassade, c'était pas bien. Il y avait sûrement des gens qui essayaient de nous attraper et que c'était sûrement papa qui essayait de nous attraper. Ouais, c'était vraiment l'exterminer, quoi. En le sens, pour être convaincu que c'est un démon et qu'il faut plus jamais que j'y pense, quoi. Vous avez détesté votre père? À certains moments, moi, je sentais qu'il y avait toute une partie qui était complètement démolie, quoi. Qui était noircie, qui était dégueulasse, qui était immonde, qui était un démon, quoi. Enfin, quelque chose que je ne devrais pas approcher, que je devrais m'en éloigner au maximum. C'était cette espèce d'ombre noire, quoi, que je devais juste éviter. Ça, c'était mon père et la Belgique, quoi. Au début, pourtant, rien de tout cela. Comme dans la plupart des histoires de famille, celle d'Olivier Limay est peuplée de belles images, où l'insouciance se mêle au rire d'enfants. La mère vit très mal la séparation et les 3 enfants deviennent l'arme du conflit. À la suite de l'enlèvement, Olivier Limay va soulever des montagnes pour tenter de les retrouver, jusqu'à en perdre parfois espoir. Je me souviens de ce cauchemar pendant les semaines qui ont précédé, de façon très répétitive, de voir Coraline, Jim et Samuel dans une grande bulle de verre qui s'enfonce dans l'océan. Et moi, je nageais en essayant de les rattraper, de plus en plus profond, et je suffoquais, j'en pouvais plus, je veux dire, j'étais à bout. Et je pense que c'était... Le retour est en effet aussi violent qu'imprévu. Un commando de la police kenyane prend les 2 aînés de force et les met dans un avion. Direction la Belgique. La date est lourde de symboles, 11 septembre 2001. Sam n'est pas de la partie car la police l'a manqué de peu. Coraline et Jim ont alors 15 et 13 ans. Quand on est revenu, moi je me souviens, ça m'a frappé super fort parce que je voyais qu'elle nous avait trahis, qu'il y avait plein de choses sur lesquelles elle avait bien insisté, qui étaient en réalité que des bobards et des... Et là, tout votre monde s'écroule, non? Ouais. Ouais, quand on est revenu, c'était... Ouais. On est paumé entre 2 parents qui disent tous les 2 soi-disant la vérité. Paumé entre 2 mondes. Parce qu'il y avait le monde chez maman, le monde chez papa. Et puis il fallait aussi pouvoir se rattacher à quelque chose, pouvoir
essayer de retrouver des points d'attache pour se reconstruire. Ça, honnêtement, ça a été l'enfer. Coraline et Jim retrouvent un père bien loin de l'image qu'on a donnée de lui. Peu après leur retour en Belgique, il les autorise même à repartir librement voir leur mère au Kenya. Je me rappelle avoir dit un jour à Jim, et lui avoir redit ça plusieurs fois, « Si tu crois que tu me fais plaisir en disant ou même en pensant du mal de maman, je voudrais que tu saches que tu te trompes, que ça me fait pas plaisir. » Je peux avoir un moment où je me dis, j'en ai quand même bavé avec Marie, avec la maman de Coraline, Jim et Sam, j'en ai quand même bavé dans ce qui s'est passé là. Et en même temps, est-ce que j'ai le souhait que eux lui fassent payer quelque chose à ça? Non, j'ai pas envie de ça. Je souhaite pas ça. J'ai pas envie de ça. Ça m'apporte rien. Peut-être que ce serait soulageant à un moment, mais non, en fait, c'est pas soulageant. Ce qui est soulageant, c'est de me dire, chouette, ces jeunes-là, comme je les vois aujourd'hui, ils arrivent à aller chez leur maman, où je sens bien qu'ils n'ont pas de honte à y aller. Qu'on puisse avoir des moments de colère, de rage vis-à-vis de ses parents, ben heureusement. Que ce soit quelque chose où on rejette tout de son père ou de sa mère, ben je crois qu'on se fait du mal. Donc, si je contribue à se faire du mal, j'ai pas de fierté de ça. Pour le père de Coraline et Jim, le combat n'est pas fini. Samuel, son troisième fils, qui a aujourd'hui 18 ans, est toujours au Kenya et refuse de le voir. Olivier Limay dit que s'il revient, ce ne sera pas un retour, mais une arrivée. Bonne semaine. Toi aussi. Est-ce que vous en voulez aux adultes? Ouais. Ouais. C'est leur responsabilité à la base. S'il y a quelque chose qui flanche, s'il y a quelque chose qui dérape, c'est uniquement de leur faute et c'est simplement leur devoir de faire les choses bien. Je crois que la personne à qui j'en veux, c'est moi-même. Parce que je me suis dit, mais pourquoi j'aurais dû dire non? Et en même temps, elle était tellement forte que... Ben voilà. Tu étais aussi tellement petite. Ouais. En 2010, ni les magistrats ni la police n'ont de formation spécifique sur l'aliénation parentale, alors que les affaires de divorce conflictuels encombrent commissariats et tribunaux. Le combat est encore long, avant que ceux que l'on surnomme les enfants soldats trouvent un espace de paix dans le tourbillon destructeur des adultes. Je suis toujours avec Maître Provence, spécialisé dans le syndrome de l'aliénation parentale. On entendait cette dernière phrase, des magistrats, des policiers insuffisamment formés à ce syndrome. Vous êtes d'accord? C'est ce que vous constatez, vous, dans votre pratique quotidienne? Je suis d'accord, c'est ce que je constate. Non seulement on a un problème de formation des magistrats et des policiers, mais aussi des psychiatres, des psychologues et des avocats. Comment vous l'expliquez? Tout simplement parce qu'en fait, ce syndrome n'est pas officiellement reconnu. Déjà, il ne figure pas parmi les maladies psychiatriques qui sont reconnues à travers le monde. Et il est encore moins, si vous voulez, reconnu au sein même du milieu de la justice. Il y a des freins, c'est quoi? Ça fait peur? On ne sait pas comment l'aborder? Alors écoutez, c'est à tort et à raison. À tort, parce qu'effectivement, comme c'est un concept qui appartient aux scientifiques, au monde des psychiatres, le juge se tend pas finalement autorisé à s'exprimer sur le sujet, ce qui fait qu'on va, en tout cas, quand on l'aborde, parce qu'on est bien obligé parfois de reconnaître qu'il y a des signes très précurseurs de syndrome, on va pas parler stricto sensu d'aliénation parentale, mais plutôt utiliser des périphrases, parler de manipulation, instrumentalisation, d'influence, de rupture du lien parental. À ce jour, on dénombre qu'une dizaine de décisions de justice où le terme aliénation parentale figure dans la décision.
C'est quand même symptomatique. Alors, certains quand même, ceux qui sont opposés à cette notion de syndrome, estiment qu'il y a un risque d'attribuer certains comportements à l'aliénation parentale, alors qu'en fait, le rejet de l'enfant, il est dû à des sévices sexuels, des agressions sexuelles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut parler d'aliénation parentale que lorsque le rejet de l'enfant est injustifié. Il y a des cas où un enfant va rejeter son parent, mais il a des raisons valables de rejeter ce parent, soit parce qu'il aura été battu, soit parce que... Il ne va pas forcément le dire qu'il a été battu parce qu'il a peur. Il ne va pas forcément le dire, mais parfois les langues finalement finissent par se délier. En tout cas, il y a des cas où l'enfant a vraiment des motifs totalement fondés de rejeter son parent. Dans d'autres, c'est absolument pas le cas. On invoque finalement des arguments qui ne reposent sur rien. C'est souvent du discours inventé, mais plutôt du discours finalement qui a été infiltré dans le cerveau de l'enfant. Alors il y a des cas terribles, extrêmes, où on voit ce père avec cette fille, quand il voit sa fille se débat, crie. Enfin, d'ailleurs, c'est un déchirement pour tout parent. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce qu'il y a quand même de belles histoires, enfin des histoires qui se terminent bien ? J'ai le souvenir que Richard, dans le reportage, nous dit que finalement, c'est terrible d'assister à la souffrance de son enfant et d'être impuissant face à cette souffrance. Il dit justement qu'il assiste passif à une souffrance atroce. Et ça résume totalement justement ce que l'on ressent quand on est finalement un parent rejeté à cet extrême. Impuissance que l'on retrouve également dans une certaine mesure chez l'avocat, puisque, en tout cas, dans ce type d'affaires, on est au quotidien confronté aux lenteurs de la justice, à son incapacité à réagir rapidement face à ces phénomènes. Et je dirais que l'ennemi numéro 1 du parent aliéné, c'est le temps. Le temps joue en faveur du parent manipulateur. Et aujourd'hui, on n'a pas les réponses judiciaires adaptées. On a les textes, on a les outils, mais ils ne sont pas utilisés. Je vous donnerai juste un exemple. Quand un parent ne remet pas l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer, parce qu'il a un droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé par une décision de justice, il commet un délit pénal, qui est le délit de non-représentation d'enfant, qui est réprimé par l'article 227.5 du Code pénal. En principe, quand vous êtes effectivement, finalement, quand vous ne pouvez pas accéder à vos enfants, vous allez déposer une plainte et cette plainte doit être étudiée et ensuite doit déboucher sur des poursuites. Le problème qu'on a, c'est qu'en tout cas, dans la politique pénale actuelle, la priorité n'est pas donnée au traitement de ces plaintes pour non-représentation d'enfants. Ce qui va créer finalement chez l'auteur de ce délit un sentiment d'impunité, de dire de toute façon, pour que le procureur s'active... Et s'intéresse à mon histoire, ça prendra du temps. Il faut qu'on en arrive à une vingtaine de plaintes. Donc on va jouer là-dessus, sur la stratégie finalement de l'absence de réactivité finalement de la justice pénale. Et aussi peut-être on va présager d'une certaine lassitude du parent qui réclame à corps et à cri de pouvoir voir son enfant. Deuxième chose, au niveau des juges aux affaires familiales, ce sont des juges qui n'ont pas les moyens qu'ils devraient avoir, ils sont débordés, les rôles sont rengorgent d'affaires. On a une procédure en principe prioritaire qui permet effectivement de faire le juge se prononcer plus rapidement, qui est la procédure de référé. Alors c'est une bonne chose, c'est vrai que dans ce cas précis, vous pouvez obtenir une décision dans un délai restreint, 1 à 2 mois. Mais si jamais vous perdez en première instance parce que le juge il a considéré qu'on n'était pas dans un cas d'aliénation parentale et que donc vous décidez de faire appel, le problème c'est que la priorité finalement disparaît et que cette affaire elle va pouvoir être jugée plusieurs mois, voire parfois 1 an après. Pendant tout ce temps, le travail de SAP se poursuit, l'aliénation parentale gagne du terrain et bien souvent lorsque vous vous retrouvez devant les juges en appel, il est trop tard. Alors justement, est-ce que quand même, je repose ma question, est-ce qu'il y a quand même des histoires qui se terminent bien ? Est-ce qu'à l'âge, quand ils ont 18 ans, 20 ans, est-ce qu'ils reviennent vers ce parent qu'ils avaient tant rejeté ? Je crois qu'il faut donner un espoir aussi à ceux qui nous regardent ce soir. Bien évidemment qu'il y a des histoires qui se terminent bien. Il y en a qui se terminent bien assez vite. J'ai eu justement l'occasion finalement, dans le cadre d'une des affaires dont je me suis occupée, de voir une enfant aliénée qui était donc partie vivre avec son père, qui était donc, on va dire, sous l'emprise du père. Eh bien, elle est revenue. En septembre dernier, elle est revenue chez la mère, après finalement plusieurs années de combat judiciaire et effectivement d'aliénation parentale. Donc ça, je pense que c'est un signal fort que l'on doit donner aux spectateurs. Deuxième chose,
c'est jamais irrémédiable, faut jamais abandonner, faut pas se résigner, parce que même si finalement, au niveau du cadre judiciaire, on n'a pas les réponses qu'on souhaiterait obtenir, en tout cas, il faudra, le cas échéant, il y aura une clause de rendez-vous, votre enfant un jour reviendra vers vous, et il faudra lui dire « j'ai tout fait, regarde, j'ai jamais lâché ». Déjà ça, voilà, il faut démontrer à l'enfant qu'on l'a jamais abandonné. C'est un gage pour l'éventuelle relation qu'on pourrait nouer avec l'enfant. Totalement. Et ce qu'on observe, c'est que souvent, quand il y a vraiment une rupture qui va intervenir, quand l'enfant qui aura été victime d'aliénation parentale devient à son tour parent, il a souvent un électrochoc. C'est ce qu'on observe, c'est que quand il devient lui-même parent, il ressent, alors déjà parfois il réalise des choses, mais il ressent aussi le besoin de retourner vers son parent finalement, le parent qu'il avait rejeté, ne serait-ce parce qu'il a aussi envie que son enfant ait un grand-père ou une grand-mère. Donc j'ai bien compris que c'est un combat sur le très long terme, épuisant, mais qu'il ne faut pas lâcher pour ne pas hypothéquer l'avenir. Merci beaucoup Maître Provence d'avoir été notre invité ce soir, et je vous signale à ce sujet bien la parution d'un ouvrage de référence. Il a été coordonné par le psychiatre William Bernett, et Paul Bensoussan, que vous avez découvert dans le documentaire, a contribué à cet ouvrage de référence.